Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamarbi, Lucien Pambou et Gratien Roukindikiza. Place au dossier du jour. Le système éducatif libérien dans une mauvaise passe. En 2013, sur près de 25 000 lycéens inscrits à l'examen d'entrée à l'université, aucun d'entre eux n'a réussi. Un échec qui interpelle forcément les autorités en charge de l'éducation et de la formation. Un reportage de Daniela Boki, notre envoyé spécial au Libéria, commentaire de Camille Thomas. Nathan est un jeune lycéen. Il a obtenu en 2012 le diplôme du West African Examination Council, un diplôme qui marque la fin des études au secondaire et donne droit à tous les collégiens du Libéria de passer le texte d'entrée à l'université publique. Mais aujourd'hui, la photographie, autrefois job de vacances, est son métier en devenir. Je faisais déjà ces activités de photographie et de vidéo avant l'obtention de mon diplôme. Je compte désormais me consacrer pleinement à ce métier. J'ai bien envie d'étudier encore, mais il n'y a pas d'issue pour moi, car cela fait déjà 2 ans que je tente d'entrer à l'université, et au final, ce ne sont que des échecs. Cette année, Nathan fait partie des 25 000 jeunes libériens qui espèrent entrer en première année à l'université nationale. Mais après la proclamation des résultats de l'examen, aucun des candidats n'a été retenu. Un échec de 100%, jamais arrivé dans l'histoire du pays. On était des milliers à passer cet examen et à l'arrivée, c'est la déception pour tout le monde. Je me souviens, en 2012, la première fois que j'ai passé cet examen d'entrée à l'université, on était près de 20 000 et il n'y avait que 1800 admis. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à être compliquées. Mais l'échec des 25 000 de cette année est vraiment horrible. Erreur administrative ou défaillance du système éducatif ou encore un manque de volonté des jeunes apprenants, direction l'université de Libéria située à Monrovia, la capitale du pays. Créée en 1951, elle est aujourd'hui la plus grande université du pays avec près de 30 000 étudiants. C'est ici que les épreuves de l'examen d'entrée à l'université sont élaborées. Les autorités rectorales ne sont nullement surprises par les résultats de cette année. Les questions d'examen ont été tirées du programme national, lui-même élaboré par le ministère de l'Éducation nationale. C'est regrettable que les gens veuillent rejeter la faute sur nous, alors que les épreuves de l'examen sont issues du programme conçu par le ministère. S'il faut accuser une institution, je crois que c'est le ministère de l'Éducation. Nous avons agi en vertu du programme d'éducation que ce ministère a élaboré. Le système éducatif du Libéria reste plombé par les effets des 14 années de guerre civile qu'a connu le pays. Cette université nationale, avec un effectif de près de 30 000 étudiants, ne dispose que de 300 enseignants, dont 26 professeurs certifiés et 180 titulaires du Business Bachelor Administrator, l'équivalence de la maîtrise. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures, des défis colossaux auxquels doit faire face le gouvernement. La présidente de la République a dit que le système éducatif de notre pays était en pagaille. Oui, c'est la réalité et nous le savons puisque nous sommes tous responsables de cette pagaille. Nous devons maintenant nous mettre ensemble pour faire face aux nombreux défis de notre secteur éducatif. Nous avons besoin d'enseignants qualifiés. Oui, nous avons besoin de cette ressource humaine en quantité et en qualité. Nous avons besoin de bibliothèques et nous avons besoin de livres qui répondent au programme actuel. Les défis du secteur éducatif sont très grands. Mais aujourd'hui, l'éducation au Libéria est le secteur qui attire l'attention de tous. Même si les responsables universitaires entendent assouplir les critères afin de retenir environ 1600 élèves parmi les candidats, l'échec massif de cette année au texte d'entrée à l'université semble éveiller la conscience des autorités, dont le chef de l'État Ellen Johnson Sirleaf en première, pour une réelle réforme du système éducatif libérien. Si nous voulons réformer le secteur public, le meilleur endroit pour donner l'impulsion, c'est bel et bien le ministère de l'Éducation. Parce que si nous réussissons les réformes de ce département, nous aurons réussi à mieux préparer l'avenir de notre pays. Et je crois que nous y arriverons, même si ce secteur reste le plus complexe à gérer, surtout avec la question des enseignants. It is arguably the most complex sector. One laboratory for each area, and in some areas
Nous avons déjà démarré la campagne « Un laboratoire pour chaque zone ». Et dans certaines régions où nous n'avons pas assez de moyens pour mettre en place des laboratoires de sciences, nous allons nous assurer que nous avons les bibliothèques, parce que cela va aider nos étudiants dans les sciences comme les mathématiques. Et nous mettrons également l'accent sur la lecture afin de rehausser le niveau des enfants. Beaucoup d'améliorations qui s'inscrivent dans le cadre d'une meilleure politique de redressement du système éducatif du pays. À court terme, cette politique pourrait permettre à Nathan de retrouver un jour le chemin des études universitaires. Pour l'instant, je suis toujours dans la photographie et la vidéo et je pense même aller me perfectionner. Mais à vrai dire, je rêve toujours d'étudier. Les textes s'organisent tous les ans, je vais encore postuler pour cette année 2014 et j'ose espérer que cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais sinon, je retourne à la photographie. Le Libéria est résolument décidé à lutter contre l'analphabétisme afin de garantir une éducation de qualité pour tous. À l'horizon 2015, le pays entend baisser de 30% le taux d'analphabétisme qui est de 50% actuellement. Une ambition qui devrait passer par la mise en œuvre des grandes lignes du plan stratégique du développement du secteur éducatif libérien. Nadia, vous attendiez-vous à un tel constat, 0% de réussite à l'examen d'entrée à l'université en 2013? C'est accablant, c'est un constat qui est accablant et à la fois ce qui est assez juste chez les autorités libériennes, c'est qu'ils ont joué le jeu, ils l'ont dit. Parce qu'on sait très bien que parfois il arrive qu'on fasse un peu, on laisse passer certains pour ne pas avoir à afficher des scores aussi terribles. Et là, en l'occurrence, en effet, il y a besoin de réformer leur système éducatif, mais bon, là, les lycéens, c'est quelque part le bout de la chaîne. C'est que toute la chaîne en amont est déjà déficiente pour qu'ils arrivent à ce stade là, ils ne soient pas capables de passer un examen qui est lié à des questions du programme, c'est qu'il y a un réel souci, mais non pas sur la partie terminale, mais déjà bien avant. Donc il faut, à mon avis, faire table rase et commencer à réfléchir autrement leur manière d'enseigner. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui sont la source de ces déficiences, qui ne sont pas seulement liées aux étudiants eux-mêmes, mais beaucoup à l'allocation des ressources qu'on attribue à l'éducation nationale et aussi à la place de l'éducation dans les programmes nationaux. Il faut savoir, est-ce que l'éducation est pour le gouvernement un axe stratégique ou pas? Est-ce que c'est vraiment un axe qui nécessite un investissement? Et là, pour le coup, il faut qu'il dégage des revenus, il faut qu'il dégage des budgets par ailleurs, de manière à réinjecter dans le système éducatif, mais c'est à eux de se fixer une ligne, parce que là, en l'occurrence, c'est une claque monumentale pour eux. Alors, le programme du ministère de l'Éducation est pointé du doigt par les enseignants qui rejettent la faute sur ce dernier. Quel est votre point de vue, Gratien? Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un échec collectif? Bon, il ne s'agit pas d'un échec ni du ministère ni des enseignants d'aujourd'hui, parce que il faut que les Libériens assument leur histoire. Il y a eu la guerre, il y a eu le coup d'État de Samuel Doe, après il y a eu la guerre de Charles Taylor. Il y a eu beaucoup, surtout les gens qui ont été tués, beaucoup d'intellectuels ont été tués, d'autres, il y a eu ce qu'ils ont appelé au Libéria la fuite des cerveaux. Il y a des gens qui sont partis et quand ils ont lancé, même les écoles étaient détruites, quand ils ont commencé l'éducation, c'était plutôt des gens qui étaient au collège, qui devenaient des professeurs, qui enseignaient. Il y avait un système assez compliqué ils ne disposaient pas des ressources humaines. L'erreur faite par le Libéria, c'est d'avoir démarré l'éducation sans recourir éventuellement à reprendre dans d'autres pays qui sont des voisins anglophones tout près du Libéria pour venir enseigner, chercher les enseignants qualifiés là où ils sont pour préparer leurs enseignants. Ils sont partis avec leur système, les gens qui n'étaient pas formés, et on voit bien, c'est le résultat, c'est le cheminement vers l'université. C'est un échec qui est collectif. On nous voit souvent les mêmes problèmes, manque de professeurs, la guerre comme vous l'avez cité, manque d'infrastructures, mais Lucien, il est tout de même possible de réaliser certaines choses avec ces moyens. Oui, Sandra, je vais essayer de prendre la main de Nadia et poursuivre ce qu'elle a dit avec justesse. Hier, sur ce plateau, nous avions dit que le Libéria avait un taux de croissance de l'ordre de 8%. On a là la preuve patente qu'un taux de croissance de 8% est un taux de croissance appauvrissant dans la mesure où le Libéria, avec ce taux de croissance, n'arrive pas à apporter les réponses
concrètes en matière de financement de son système éducatif. Et cela tend à montrer que globalement, dans la plupart des pays africains, il n'y a pas beaucoup de liens entre croissance économique et capital humain. Pour certains pays africains comme le Libéria, eh ben, on développe d'abord l'économie en espérant effectivement développer le système éducatif. Alors pour le cas du Libéria, c'est un système un peu différent dans la mesure, c'est un pays qui a connu, Gratien l'a dit, 14 années de guerre, 150 000 personnes qui ont été tuées, des déplacements de population, des infrastructures au niveau sanitaire, au niveau éducatif qui ont été détruits. Le dossier montre quoi? Montre, si on est un peu insolent, des jeunes gens au collège qui ont l'âge effectivement entre 20 et 24 ans, aux primaires qui ont l'âge de 12 ans. Alors on peut en rire, bien entendu, mais cela montre quoi? Cela montre que le système est complètement par terre, il faut le reconstruire. Le reconstruire, ça nécessite d'abord, il me semble, au-delà de ce que Gratien et Nadia ont dit, on va consacrer des revenus ou on va regarder le système, il faut que ça rentre dans la politique économique réelle, Madame Sirleaf Johnson. C'est vrai qu'il y a une commission, effectivement, qui lui a présenté un rapport depuis 2005, mais on ne voit pas les choses venir. Ça veut dire, il y a le problème, effectivement, des programmes, il y a le problème des infrastructures, il y a le problème de l'enseignement des professeurs qualifiés, de la formation des professeurs qualifiés, et puis il y a le problème du vivre ensemble. Il faut quand même pas oublier que la guerre a laissé des traces importantes. Les jeunes filles sont considérées comme des objets sexuels. Donc, et ces éléments-là qui peuvent paraître anecdotiques tentent à montrer que le système éducatif, il n'y a pas simplement des contenus, des programmes, des profs, mais un ensemble stratégique, organisationnel, global, qui nécessite des fonds, qui nécessite une réflexion et qui nécessite une connexion avec quoi? Le système productif, dont l'enseignement, d'où la préférence, ou privilégier l'enseignement professionnel et technique. Donc, c'est un ensemble d'enjeux. Alors, que faut-il faire? Il faut commencer petit, il faut avoir l'expérience des autres, il faut que les organisations comme l'UNESCO, comme l'UNICEF aident effectivement. Un peu plus tard. Voilà. Nadia, c'est également votre point de vue, le gouvernement libérien a d'autres priorités? Lorsqu'on compare, par exemple, un pays qui a à peu près, on va dire, les caractéristiques du Libéria, le Rwanda, lorsqu'on compare les deux systèmes éducatifs, le rwandais et le libérien, il n'y a pas de comparaison possible. On est sur un système au Rwanda où le gouvernement a choisi d'investir massivement et de construire des écoles et de former des enseignants et une gratuité de l'enseignement jusqu'au lycée, qui a permis en fait aussi de ramener un petit peu toute une partie de la population qui était un peu enclavée dans les montagnes, de les ramener à l'école et de construire des routes. En fait, il y a eu une vraie politique intégrée. L'école était intégrée dans son milieu et on a construit tout un milieu qui permet aux enfants d'aller à l'école. Alors, lorsqu'on voit ce qui a été fait au Rwanda et lorsqu'on voit ce qui est fait au Libéria, les conclusions sont très simples. Il faut investir, il faut réfléchir l'école dans son intégrité. C'est-à-dire que pas seulement une classe ou un élève, c'est dans tout un milieu. Il faut comme dit Lucien, que les filles qui vont à l'école puissent être en sécurité. Il faut déjà des routes pour pouvoir y aller. Il faut des écoles qui soient construites, des latrines, des choses basiques. Mais il faut qu'un enfant, lorsqu'il prend le chemin de l'école, il n'ait pas le risque de ne jamais rentrer chez lui. Et là, en l'occurrence, il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'une autorité publique qui peut faire des choses pareilles. Contrôler l'ensemble. Gratien, selon vous, quels sont les pays qui font figure d'exemple en matière de réussite de leur système éducatif? Nadia a parlé du Rwanda, par exemple. Oui, Nadia elle a parlé du Rwanda. Il y a d'autres pays, notamment au niveau de l'Afrique de l'Est. Il y a aussi, on peut parler du Ghana. Il y a d'autres pays, même les pays francophones comme le Sénégal. Ils sont des pays surtout qui ont beaucoup misé. Et vous verrez bien où il y a une certaine bonne gouvernance. Parce que quand il y a une mauvaise gouvernance, c'est-à-dire qu'on peut détourner aussi les fonds destinés à l'éducation. Donc, on ne va pas penser construire un système dont les financements sont détournés. Ces pays sont des pays où il y a une bonne gouvernance. On conçoit bien l'éducation et on pense à l'avenir. Parce qu'on peut parler, Lucien a parlé de la croissance. On peut avoir une croissance de 10%. La croissance ne servira à rien s'il n'y a pas une formation du pays de demain. Il faut qu'il y ait des gens, des enfants qui soient formés pour éventuellement occuper des postes. Au Rwanda, Nadia a parlé du Rwanda. Ils ont
maintenant, il y a une bonne partie des enfants de l'école primaire qui n'ont pas de cahier, mais qui ont des ordinateurs. Il y a des étudiants qui sont bien orientés au niveau de la formation et il y a du travail qui, en conséquence, un pays où les services, même informatiques, commencent à prendre de la place au niveau de la sous-région. C'est-à-dire que le capital humain devient aussi une partie de la croissance d'un pays. Quand vous parliez de bonne gouvernance, est-ce que vous sous-entendez que ce n'est pas le cas du Libéria? Bon, Libéria, oui, une bonne gouvernance depuis un certain moment, mais il faut dire qu'il y a des cas aussi, même si Ellen Johnson essaie d'améliorer, il y a beaucoup de cas de corruption. Même aujourd'hui, dans le système de l'éducation, aujourd'hui, il y a des problèmes de corruption. Il y a des gens qui sont des enseignants qui demandent de l'argent pour faire avancer les enfants, c'est-à-dire qu'ils ne forment pas assez pour que les enfants méritent d'avancer. En payant, ils peuvent avancer. Ce système, ça ne doit pas exister seulement à l'éducation, il existe dans d'autres domaines, mais le pays avance, au moins on peut dire qu'il y a la paix, il y a une certaine croissance et éventuellement il y aura une bonne gouvernance comme à côté, notamment au Ghana. Mais là, par exemple, pour les instituteurs, j'ai regardé un peu les chiffres. Un instituteur au Libéria est payé $150 par mois, là où un haut fonctionnaire de l'administration est payé $5000 par mois. On peut se poser la question de savoir à quel moment l'un est plus productif que l'autre, qui justifie un tel différentiel de salaire. Il y a un moment où il faut aussi donner de la valeur à l'humain et à l'enseignement, et ça commence déjà par revaloriser les salaires des enseignants, qui leur permet aussi d'avoir envie de tous les jours aller travailler plutôt que d'aller faire autre chose. Donc lorsqu'on parle d'allocation des ressources, ça commence par des choses basiques, ça commence par des augmentations de salaire pour les enseignants, des allocations de ressources pour les établissements parce qu'ils ont besoin d'argent pour être gérés, et on voit bien où est l'argent. On voit bien qu'il y a un problème sur cette allocation-là. Et je vous dis, c'est les chiffres qu'on peut trouver un peu partout. Entre 5000 et $150, il y a quand même une marge. Vous parliez du cas des enseignants et comment motiver les élèves, parce qu'on voit qu'avec aucun pourcentage de réussite, peut-être que certains se disent autant prendre une autre voie. Mais, oui. Alors là, pour le coup, vous savez que la première chose à laquelle on pensait tous les enfants qui ont eu des traumas pendant la guerre, c'était à retourner à l'école. Quelque part, la motivation y est déjà. L'école, c'est le confort et quelque part la stabilité et la régularité. Un enfant, nous on part du principe qu'en France ou peut-être dans les pays occidentaux, les enfants parfois n'ont pas envie d'aller à l'école ou même en Afrique parfois c'est un peu difficile, mais là quand même, rappelons-le, la grande majorité des Africains, des enfants africains aiment aller à l'école. Moi j'ai été très étonnée pendant mes enquêtes. C'est un moment pour eux où ils peuvent vraiment être considérés comme des enfants. C'est le moment où ils sont réellement des enfants pris en charge par des adultes et où ils apprennent des choses. Donc la motivation, elle est plutôt dans le sens des enseignants que dans celui des enfants. Lucien, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir en disant que ce sont des enfants qui ont subi des traumas effectivement, traumatismes relativement importants. Il faut donc les reconstruire. Alors les reconstruire, non seulement leur apprendre à redevenir enfant et à s'aimer soi-même et à respecter l'autre aussi. Il y a un problème que l'on voit poindre effectivement dans la plupart des pays africains. Comment faire en sorte que les garçons et les filles se respectent, premièrement. Deuxièmement, donc les droits de l'homme pour tous, globalement, mais ça nécessite effectivement d'avoir des enseignants pour qui c'est une préoccupation, donc avec des gouvernements pour qui c'est une préoccupation. Et au-delà de la motivation, en fait, c'est que ces enfants-là ont besoin d'exemples. Alors, je pense qu'on a ouvert la boîte pour les solutions. Je crois qu'au moment où l'Union africaine va fêter demain son 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement, on nous parle de l'horizon 2063, de l'agriculture sécurité alimentaire, d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas des intelligences suffisamment bien équipées au sein de l'Union africaine pour se saisir de ce pays, de ce pays-là, le Libéria, et d'apporter des expertises? On a l'impression que l'Union africaine est complètement déconnectée
déconnecté de la vie réelle des États. Bien sûr, les États sont marqués par une souveraineté. Tout à l'heure, Gratien parlait des exemples réussis, mais que l'Union africaine se saisisse, et ça les Africains, nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas utiliser l'intelligence, les réussites des autres pour nous appliquer nous-mêmes dans nos contextes et dans nos structures. C'est ce qui manque. Pour le Libéria, on peut effectivement décréter, le Libéria a connu des traumatismes, a connu des guerres. Pourquoi ne pas consacrer, de la réflexion, de l'organisation, de la stratégie et du financement pour mettre en place le système éducatif? Alors on peut me répondre, le système éducatif dans la plupart des pays africains est mort. Mais c'est pas parce qu'il est mort qu'on ne peut pas commencer à réfléchir. Oui, ce que je voulais dire justement à propos de ce qu'a dit Lucien, c'est que en parlant de l'Union africaine, notamment au niveau de l'éducation, c'est qu'il manque des directives. On a une organisation africaine, si on compare avec l'organisation européenne, où il y a beaucoup de fonctionnaires, bien payés, bien sûr, mais on a l'impression que l'Union africaine s'arrête à Addis Abeba. On n'a pas l'impression que dans les autres pays, les citoyens ne voient pas l'Union africaine. Au moins, notamment au niveau de l'éducation, il y aurait des directives en déterminant vous devez arriver à tel stade, il y a une équipe de contrôle et le pays qui ne va pas y arriver va payer une amende. Si vous avez des problèmes, on va vous aider pour vraiment accélérer au niveau de l'éducation. L'Afrique surtout manque. À mon sens, l'Union africaine n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est pas son rôle. L'éducation a toujours été de la souveraineté des États. C'est un principe de base. Lorsqu'on est un État, c'est à nous de gérer à la fois le contenu de l'éducation et le programme. Non, je suis pas maintenant, l'Union africaine peut donner. L'Afrique, bien le modèle sur l'agriculture, sur l'industrialisation. Et pourquoi pas sur le système éducatif? Parce que c'est un enjeu majeur, c'est stratégique l'éducation. Mais elle donne bien des indications sur l'agriculture, sur l'industrie, etc. Et sur l'éducation. Non, c'est parce qu'il lui manque dans sa boîte à outils. Définir des programmes. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Il lui manque dans sa boîte à outils ce système et on peut leur proposer. Justement, il y a un déficit au niveau de la pensée, au niveau du système éducatif. C'est un patchwork d'États différents, avec des histoires différentes et des revenus différents. On pourrait y inclure des éléments d'éducation. De ce patchwork, faire une ligne directrice sur une éducation qui est très liée à un contexte national. Nous reviendrons sur le rôle de l'Union africaine dans quelques instants. Voici les rappels des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Nouvelle constitution en Tunisie, elle a été adoptée et signée par le chef de l'État, Monsef Marzouki, le Premier ministre sortant et le président de l'ANC. Un soulagement pour la classe politique et les habitants après plus de 2 ans de débat. Et puis jeu des alliances politiques en Afrique du Sud, en vue des élections générales prévues cette année. Sur le terrain, certaines mouvances se liguent déjà contre l'ANC, le parti au pouvoir. C'était le cas ce mardi de l'Alliance démocratique et du parti Agang. L'Africa Newsroom continue après la pause. À suivre notre page économique. À tout de suite.